Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Denis Chaumier, l'invité ce soir de Classico pour son encyclopédie de la Ligue des Champions publiée aux éditions Solar, qui fera un parfait cadeau pour les fêtes de fin d'année. Un livre préfacé, je le disais tout à l'heure, par Zinedine Zidane. Son triplé sur le banc du Real, Denis, n'a pas été suffisamment apprécié à votre avis, à sa valeur, alors que l'exploit est absolument immense. Pas apprécié par qui ? Je sais pas, par les fans, par le milieu. Ah si, je pense que ça lui a été reconnu. C'est une performance unique. Puisque si Carlo Ancelotti en a gagné 5, lui, et c'est le meilleur entraîneur sur le plan du palmarès, Zinedine, en revanche, l'a remporté 3 fois consécutivement, ce qui n'était absolument jamais arrivé. Non, mais je pense qu'on lui reconnaît, on lui reconnaît on lui fait crédit de cet exploit, c'en est un. Hein. On lui fait crédit, mais je pense qu'en fait, Zidane, la difficulté qu'il a, c'est qu'il semble privilégier sa vie personnelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à aller jouer à Munich, à Manchester, et que donc il est sorti du... En tout cas, il a passé dans un autre club après le Real. Et donc, il est sorti un peu parce qu'en fait, je trouve, pour aller dans le sens de ce que dit Steve, que Zidane, il n'est pas reconnu comme un entraîneur au niveau tel que Guardiola, Mourinho à l'époque, Ancelotti. Mais je pense que c'est dû parce qu'il n'a pas fait de continuité sur le banc et qu'il l'a fait qu'au Real. Même si, comme disait Denis, l'exploit est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est dingue ce qu'il a réussi à faire, quoi. Allez, la volée, il faut la tenter, Zizou. Oui, il l'attend. Zinedine Zidane qui, comme joueur, a marqué la finale de la Ligue des Champions entre le Real et le Bayer Leverkusen. C'était en 2002 avec une volée absolument inoubliable. C'est, Denis, le plus beau but ou l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Ligue des Champions, l'histoire des finales de la Ligue des Champions, moi. Sans doute, c'est l'un des plus beaux buts. Alors, il n'y a pas de classement établi sur les plus beaux buts de finale. C'est subjectif, mais bon, vous êtes l'auteur d'une encyclopédie, donc j'imagine que vous avez quasiment la plupart des buts. Oui, je les ai tous vus, ou directement ou par le biais des images. Oui, c'est probablement l'un des plus beaux buts. C'est incontestable. Oui. Alexis, pareil. C'est sûr que le geste technique est complètement fou parce que c'est une balle qui est quand même, qui vient de très haut, quoi. Et puis il la prend très haut, quoi. Il est vraiment en angle droit. Hein. Il se déhanche un peu, il frappe du gauche, ça va en lucarne. Enfin bon. Voilà. le seul dommage, c'est que ça sera contre les Leverkusen, en fait. T'imagines si la nuit contre un club, ça sera encore. Là, c'est les Leverkusen, donc tout le monde a tendance. Mais non, le but, il est vraiment complètement exceptionnel. C'est les Leverkusen qui leur avaient donné du fil à retordre, au Real. Hein, bien sûr. Parce que ça n'a pas été une finale facile pour le Real. D'un point de vue renommé club. C'est les Leverkusen. Voilà. Mais je trouve que oui, c'était en Écosse, si je peux dire, en Écosse, la finale. Hampden Park, voilà ce que j'avais rappelé à le dire. Mais à Glasgow, donc. À Glasgow. Alors, au classement des titres, le Real plane très au-dessus des autres clubs. 15 trophées, loin devant le Milan AC avec 7 titres, le Bayern Munich et Liverpool 6 titres et le Barça 5 titres. Comment, Denis, est-ce qu'on peut expliquer cette suprématie madrilène ? Qu'est-ce qui fait que le Real... quel est le petit truc en plus du Real Madrid sur les temps longs, sur 70 ans d'histoire de Ligue des Champions ? Déjà, c'est l'un des premiers clubs à avoir cru en la Coupe d'Europe. Et donc, sur ces 15 victoires, il y en a quand même 5 d'affilée sur les 5 premières. Les 5 premières, c'est le Real Madrid. Donc là encore, c'est historique. C'est un record. Donc, c'est un club qui a cru immédiatement à la Coupe d'Europe et qui en a gardé l'ADN, en fait. Et à l'époque, c'était une équipe, entre guillemets, on n'employait pas ce terme à l'époque, mais de galactique. Hein, il y avait Di Stefano, il y avait Puskás, il y avait Rento, Copa, etc. Et on a retrouvé des galactiques après, beaucoup plus tard avec le Real Madrid. Qui, eux, n'ont pas gagné Ligue des Champions, les galactiques. Qui n'ont pas gagné de Ligue des Champions. Mais enfin, ils en ont gagné quand même quelques-unes, puisque donc, dans la dernière période, ils en ont gagné 5 aussi. Oui, mais je veux dire, c'était pas pendant la période des grands galactiques tels qu'on les a présentés. Non, mais avec des grands joueurs aussi. Quand on a dans une équipe Raoul, Cristiano Ronaldo et Benzema, Vinicius et autres, donc
il y a toujours eu cette culture aussi du grand joueur, quoi. La volonté d'avoir que les grands joueurs jouent au Real. C'est pour ça que Florentino Pérez s'est tant battu pour avoir Kylian Mbappé dans son équipe. Voilà, il s'est battu pendant 2 ans en pure perte, et puis finalement il a réussi à l'avoir. Non, il y a cette culture européenne, vraiment cette culture européenne qui est profondément ancrée dans l'histoire et la tradition du club, et qui s'est transmise y compris auprès des dirigeants. Les dirigeants, ça compte beaucoup. Hein. C'était à l'époque Santiago Bernabéu avec son secrétaire général Raimundo Saporta qui ont vraiment été pratiquement à l'origine de la force et de l'impact de la Coupe d'Europe. Il faut savoir d'ailleurs qu'à l'époque, quand il a été créé, les clubs anglais ont refusé d'y participer. Hein. Donc, les Anglais, hors de l'UE. c'est dire que si vraiment le Real a été vraiment de ce point de vue-là un pionnier, et c'est resté, et c'est dans l'ADN du club. Alors justement, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'en fait, on a quand même l'impression que par rapport au Real, avant Florentino Pérez, il gagne en 98, je crois pas qu'il est encore arrivé, mais en 2000 aussi. Voilà, mais entre 98 et je sais plus quand il gagne celle d'avant. Il y a un laps de temps qui est très très long quand même. Oui. Ça fait peut-être 20 ans qu'ils n'ont pas gagné de Ligue des Champions. Oui, tout à fait. Plus. Tout à fait. Et donc, en 20 ans, l'ADN peut changer. Donc, c'est vraiment ce que vous mettiez en avant, c'est que c'est vraiment une question aussi d'homme en fait à la tête du club. Bien sûr. C'est-à-dire que pour 20 ans, il y avait quand même une identité réelle, mais il ne gagnait pas. Avec de grands joueurs. Non, mais notamment à la fin des années 80. Oui, il y avait Butragueño, Mitchell, Sanchez, etc. Et évidemment, cela étant, il y a des adversaires. Ah oui. Et il y a des cycles. Hein. La Coupe d'Europe a beaucoup marché par cycle. Hein. Il y a eu le cycle Real Madrid au départ. Et puis après, il y a eu... Ajax, Bayern... Alors, ça, c'était après, mais entre justement cette période, il y a eu les Latins qui ont enchaîné derrière le Real Madrid, avec Benfica Lisbonne, avec l'Inter Milan, avec le Milan AC. Et puis après, il y a eu la bascule avec effectivement l'Ajax et le Bayern. Puis après, les clubs anglais avec Liverpool. Donc il y a eu des cycles en permanence, hein, comme ça, des cycles. Effectivement, le Real Madrid a retrouvé un cycle un petit peu plus tard, disons, à l'approche du 21e siècle. Et effectivement, Florentino Pérez, c'est le... Bernabéu moderne, exactement, si je peux dire comme ça. Vous me l'enlevez de la bouche. J'ai sélectionné quelques-unes des grandes finales qui, soit par leur scénario, soit par leur caractère historique, notamment pour la France, ont marqué les esprits et les mémoires. On commence évidemment avec 1993. Amélie Pelé pour le tirer. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau et but de Boli. But de Basile Boli sur ce corner. Oui. À Munich. Oui. Quelle image vous gardez, évidemment, j'imagine, du but, mais de cette finale historique pour la France et pour l'OM. Moi, je garde l'image surtout du public marseillais. Enfin, j'en garde 2 d'ailleurs. Ouais. Celle du public marseillais, c'était très impressionnant, hein, vraiment très impressionnant, parce qu'il y avait les supporters italiens. Hein, donc, c'était chaud. Mais c'était chaud dans le bon sens du terme. Mais il y avait vraiment une ferveur vraiment du côté marseillais, comme j'en ai rarement vu dans un stade de foot. Et puis l'autre image, c'est celle forcément de Basile Boli, qui avait été l'un des héros malheureux de 91 à Paris. 91 à Paris, j'y étais aussi, et donc j'avais vu tout son désespoir à l'époque. Et là, on n'aurait pas misé un centime à l'époque pour dire que Boli allait être l'auteur de l'unique but de la partie. Et c'est une histoire fantastique, quoi. C'est une histoire fantastique avec un bonhomme sympa, rayonnant, qui n'était pas le plus grand joueur du monde, loin de là. Qui aurait dû sortir quelques minutes avant de marquer ce but, puisqu'il était blessé. Bien sûr. Et à l'époque, il y avait un fonctionnement un petit peu bizarre, puisque c'est Tapie qui avait donné ses ordres par téléphone interposé à Raymond Goethals, qui était sur le banc, et qui lui a dit non, lui il sort pas, même s'il se plaint, il sort pas, et finalement... Paradoxalement, cette finale, c'est marrant parce que on en parle comme d'un exploit, et pourtant, moi j'ai
j'étais jeune, mais j'avais abordé cette finale très confiante pour Marseille, puisque j'étais resté aussi sur la victoire de Marseille. Marseille avait éliminé le Milan AC 2 ans avec Waddle à l'époque, qui met un but exceptionnel. En 91, en quart de finale. Voilà, quart de finale. Et donc, au Vélodrome. Et donc les Marseillais avaient quand même psychologiquement contre cette équipe de Milan, je dirais pas un avantage psychologique important, mais ils savaient qu'ils pouvaient les battre. Et donc j'ai pas eu le sentiment que j'étais encore une fois jeune, Denis pourra en parler mieux que moi, mais j'ai pas eu le sentiment que cette finale était abordée comme le petit pousset contre le grand Milan, mais ils jouaient à armes égales, quoi. Ils savaient qu'ils pouvaient le faire. Et puis il y avait aussi Papin qui était parti à Milan, donc il y avait, je pense, aussi ça avait été chaud avec Barthez, entre Papin et Barthez à la fin du match, enfin à la deuxième mi-temps du match. Voilà, alors Papin, je crois qu'il est remplaçant en plus. Il est remplaçant, mais du coup, je pense que les Marseillais ont joué cette finale en regardant les médias dans les yeux, et j'ai pas eu le sentiment que j'étais jeune encore une fois, mais qu'il y a eu ce côté petit pousset. On reste sur TF1 avec le duo toujours aux commandes, Roland Larquet au micro. Nous sommes cette fois en 1999 et c'est le Bayern Munich qui vient de se faire ramener un but partout par le Manchester United. United d'Alex Ferguson avant ça. De la ligne de touche, et but de Solskjaer. Solskjaer qui marque 2 buts et la Coupe d'Europe des clubs champions change de destinataire. Le Fergie Time historique, 99 finale de Ligue des Champions. Denis, vous y étiez aussi ? J'étais devant ma télévision ce soir-là. Alors c'était c'est pas du tout mérité pour les Anglais. Non, mais ça montre une chose, c'est que le foot est formidable, parce que c'est une banalité de dire que tant que le coup de sifflet final n'est pas donné, tout peut se passer. Mais là, on a vu un rebondissement invraisemblable, quoi, invraisemblable. Et vraiment, le ciel est tombé sur la tête des Allemands ce soir. On l'a vu mieux en 2005. On écoute ça. C'est déjà une des finales les plus spectaculaires de l'histoire de cette coupe aux grandes oreilles. Et ça continue d'avancer. Milan Baros, Gérard, penalty obtenu par Steven Gerrard. Oh, c'est incroyable. Cette finale est en train d'entrer dans l'histoire. Xabi Alonso, l'ancien de la Real Sociedad, qui va se retrouver face à Dida. Elle va peut-être basculer cette finale. Il est important ce penalty. Xabi Alonso face à Nelson Dida. Il le marque quand même. Et là, c'est pour Grégoire Margoton qui était au micro. Là, la remontada est encore plus spectaculaire. 3 buts remontés par les Anglais face au Grand Milan. Milan, c'est marrant, on s'est pas consulté avant, on a sorti les mêmes finales. C'est quand même étonnant. Juste pour revenir sur celle de Barça, à Barcelone, entre le Bayern et Manchester, je crois que c'est Colina l'arbitre qui dit qu'à la fin, il ramasse les joueurs du Bayern en pleurs, quoi. Enfin, c'était émotionnellement, c'était d'une violence inouïe. Et là, la finale dont tu viens de mettre en avant sur Liverpool-Milan, c'est vrai que le Milan en première mi-temps est tellement dominateur qu'on peut pas s'attendre à ce que, et surtout un club italien, on peut pas s'attendre à ce que ça craque comme ça, quoi. Et là, Denis, sur le plan historique, c'est aussi le retour d'un géant pour Liverpool qui n'avait plus gagné une Ligue des Champions depuis la fin des années depuis 20 ans. 80, 70 depuis 20. Plus que ça, même. Non, ils étaient en finale. En 85, ils étaient en finale. Oui, donc, ils n'étaient pas allés en finale depuis 20 ans. Oui, non, alors là, c'est l'exploit majeur. C'est l'exploit de l'histoire de la Coupe d'Europe. Ça, c'est indiscutable. Et puis l'arrêt de Zidane, je me souviens sur Shevchenko. Indiscutable. 3-0 à la mi-temps contre un club italien. En principe, c'est fini. Vous hésitez même à revenir sur le terrain quand vous êtes dans votre vestiaire, parce que de peur d'en prendre 3 autres. Et non, là, ça a été un renversement de situation extraordinaire, c'est sûr. Quel a été c'est un peu subjectif là aussi, le meilleur joueur de finale de Ligue des Champions? Alors j'en ai cité quelques-uns là. Il y a Doué en 2025, il y a Di Stefano face à l'Eintracht Francfort en 60. Il marque 3 buts et 60. C'est 6-3, non? 7-3. À Berne. Non, je confonds alors. À Glasgow. Encore une fois à Glasgow. Cruyff en 72. Denis, c'est vous l'expert. Le joueur qui a été le plus décisif lors d'une finale et le plus grand lors d'une finale de Ligue des Champions. Oui, je dirais Cruyff. Mais je dirais aussi Messi, quand Barcelone gagne contre Manchester United, quand il fait cette tête, il fait quand même 1m65, il y a Rio Ferdinand qui est face à lui, qui a 3 têtes de plus que lui, il arrive à lui prendre le ballon de la tête et il marque le but. Et on a senti à ce moment-là que ce Messi-là était fait
d'un autre métal que les autres, quoi. Vous racontez aussi, Denis, que l'épopée, le succès des clubs de l'Est, on est à la fin des années 80, il y a Steaua Bucarest en 86, puis l'Étoile Rouge de Belgrade en 91, de l'immense Savicevic qui remportera en 94 avec le Milan. On a tous en tête cet incroyable but où il lobe le gardien barcelonais. C'est un exploit qui serait impossible aujourd'hui pour les clubs d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est. Mais c'est fini. C'est fini pour eux depuis un petit moment déjà. Si on regarde bien les statistiques, enfin les palmarès, le palmarès depuis 25 ans, c'est pratiquement des clubs du top 4, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, qui remportent la Coupe d'Europe et qui jouent les finales. Alors il y a le PSG qui arrive à se glisser. Il y a eu Porto à une époque. Mais c'est un coup, quoi. C'est un coup. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne verra probablement plus jamais un club roumain, un club serbe ou un club croate parvenir en finale de Coupe d'Europe, comme ça avait été le cas, effectivement, avec le Steaua Bucarest et l'Étoile Rouge de Belgrade. Pour terminer, dans votre texte d'ouverture, vous écrivez, je vous cite, « Ce que la politique ne parvenait pas à mettre en œuvre, le football s'en chargerait comme un pionnier ». Quel rôle politique a tenu le football, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, dans la réconciliation intra-européenne ? Il a été majeur, c'est un rôle majeur. Il faut savoir que la Coupe d'Europe a été créée 2 ans avant le traité de Rome. Le traité de Rome qui instituait le marché commun. Marché commun, oui. La libre circulation des joueurs, non pas des joueurs, des hommes et des marchandises. Donc c'est un rôle majeur. En fait, le football a compris avant qu'il fallait pacifier le monde. Et que le foot était aussi un moyen, le sport et le foot en particulier, était un moyen de rassembler les peuples. Et on a vu même des choses extraordinaires parce que... Une sorte de moyen de substitution aussi des affrontements entre les États, entre les clubs, par le sport, par la... Oui, avec des effets extrêmement positifs et bénéfiques. Il faut savoir que, par exemple, il y a eu, dès la première saison, un match Real Madrid-Partizan de Belgrade. Il faut savoir que l'Espagne de Franco et la Yougoslavie de Tito n'entretenaient aucun rapport diplomatique. Et c'est grâce au football que justement ces relations ont pu s'établir. D'ailleurs, il faut le dire, grâce à la France, puisque les Yougoslaves à l'époque, pour aller en Espagne, avaient eu besoin d'aller en France pour des questions de visa, pour après se diriger vers Madrid pour jouer leur match de Coupe d'Europe. Donc le football, bien avant les politiques, avait compris qu'il fallait, après les ravages de la guerre, passer à autre chose. Et le football, le sport était un meilleur moyen d'unir et de pacifier les esprits. Et le reste est à lire dans votre encyclopédie de la Ligue des Champions. Merci beaucoup, Denis Choulet, d'avoir été avec nous. Une encyclopédie publiée aux éditions Solage. Rappelez-nous le titre également de votre livre consacré à l'épopée des Verts en 76. Je ne retrouve plus ma fiche, mais vous allez le dire mieux que moi. Vers 76, tout simplement, les joueurs racontent leur légende. Voilà. Un livre à lire et à offrir pendant cette période. Merci beaucoup à vous, Denis, d'avoir été avec nous. Merci à Alexis et à Raphaël. Merci à tous. De leur présence. Merci à Benjamin à la réalisation ce soir. Classico à retrouver sur radioj.fr, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et en vidéo sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Tout de suite, Lise Goodman sur Radio J. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Classico. Radio J. Classico.